Merci Thierry. Sans sortir une fois plus de mon rôle de modérateur, je suis main tendue en saluant la présence de Mme Benamou avec HPMCO pour vous dire qu'il n'y a pas de souci si l'Académie en est d'accord. Amendement de la proposition 3. Alors, je relirai ton PowerPoint avec beaucoup d'attention pour être sûr qu'il n'y a rien qui m'ait échappé, mais là, en première lecture, je ne voyais pas un principe avec lequel je ne sois pas d'accord. Donc j'ai un doute, j'ai un doute quand même, je vais relire ligne à ligne. Mais c'est peut-être cause sur la question, en tout cas le point clé, c'est qu'il est évidemment de question que les groupements se transforment en une machine d'abrasion, de partenariat efficace. Donc ça, il faut être attentif sur ça, ce qui veut dire qu'il y a une complémentarité à réexaminer. Donc le principe étant qu'un partenariat efficace ou efficient doit pouvoir se poursuivre, sauf parce qu'il y a des raisons d'organisation territoriale qui plus larges qui fait pour. En tout cas, pas de souci pour regarder ça avec vous dans le temps de suivi bilatéral de la FHP sur le déploiement des groupements, suivi bilatéral et trilatéral avec la FEAP. Et FEAP qui est représentée par l'hôpital Foch. Et voilà, c'est monsieur Le Guen. Vous avez vu, j'ai fait un BTS de transition en fait. À vous de jouer avec une présentation sur la question du parcours de l'OPA. Écoutez, tout d'abord merci beaucoup de cette invitation au sein de l'Académie de chirurgie. Morgan Le Guen, moi je suis médecin anesthésiste, réanimateur. Je représente aujourd'hui le professeur Fischler qui n'a pas pu être présent pour des impératifs de dernière minute lui aussi. Je représente effectivement la FEAP et vous avez eu un premier représentant de la Fondation Rothschild. C'est un axe Est-Ouest qu'on tend en dehors du GHT à privilégier avec une position très particulière nous concernant puisque la FEAP ce sont des établissements hospitaliers et des établissements d'aide à la personne. Et ce sont ces établissements médico-sociaux qui représentent l'énorme part de la FEAP. Les établissements hospitaliers n'en sont qu'une toute petite partie. Et les établissements hospitaliers qui font de la chirurgie, comme l'hôpital Foch, comme la Fondation Rothschild, sont encore une infime partie de cette source. L'autre spécificité et particularité de Foch, c'est qu'on est inscrit dans un territoire où nous sommes un gros établissement du 92, avec des établissements publics alentours qui sont plus petits et une inscription qui est compliquée au sein du GHT. Une des discussions aujourd'hui et une des réflexions dans cette inscription, c'est, et on parle d'ambulatoire et je vais mettre un caillou dans l'ambulatoire, c'est peut-être d'envisager autre chose que l'ambulatoire parce que je ne suis pas certain qu'on pourra faire du tout ambulatoire demain. Et c'était de vous présenter un petit peu ici quelques réflexions sur le parcours de l'opéré de demain dans ces établissements de santé. Alors, on a une véritable modification des pratiques, c'est l'apparition et le développement de la chirurgie robotique, par exemple, en termes de chirurgie, et donc ça nécessite un changement des structures. Et comment est-ce qu'on peut associer les deux ? Eh bien, on va travailler sur différents axes, sur la prise en charge pure médico-chirurgicale, et avec des termes qui sont novateurs, qui sont un peu nouveaux depuis ces 2 dernières années, la préhabilitation, et ça je vais vous en dire un mot, la chirurgie ambulatoire, mais je ne vous en dirai pas grand-chose parce qu'en plus ce n'est pas notre point fort et c'est pour ça qu'on cherche d'autres pistes de réflexion, et la réhabilitation post-opératoire. Et ça nécessite de changer les structures en travaillant sur l'accueil préopératoire, les hospitalisations de courte durée polyvalentes, l'hôtel hospitalier, puis les sorties précoces monitoring. Et donc, je vais juste axer quelques points sur ces données en jaune. Alors, la préparation du patient, aujourd'hui, un axe, si on veut tâcher de réduire la durée de séjour, c'est probablement de mieux préparer le patient en préopératoire. Et ce n'est pas nouveau, mais ça a été largement porté par Francesco Carli à Montréal, dont je reviens la semaine dernière, qui a travaillé sur une préparation multimodale de l'opéré, pas simplement respiratoire, pas simplement nutritionnelle, mais on va mixer différents types d'actions pour obtenir ce que vous avez sur la courbe et sur le diagramme en bas. Plus vous êtes en forme physique, plus vous allez sur l'histogramme sur la partie supérieure à 14, moins vous faites de complications
moins vous avez de décès sur le ratio entre la barre grise et la barre noire. Vous avez 100% de succès lorsque vous avez plus que 14. Vous commencez à avoir un peu de mortalité en dessous de 11. Et puis il y a un cut en dessous de 11 où là vous commencez à avoir rationnellement beaucoup de mortalité. C'est retrouvé tout récemment où on a ce seuil de fonction où si j'ai une capacité fonctionnelle qui est réduite, j'ai une survie qui est considérablement réduite. Donc notre enjeu en préparatoire, et notamment pour la chirurgie, ça va être de préparer le patient en préparatoire. D'éviter ça, d'éviter un temps d'attente où il ne se passe rien et d'éviter une dégradation liée à l'acte opératoire qui peut faire passer le patient dans un axe de dépendance qui est la barre hachurée, la ligne hachurée ici. Et donc on va le faire travailler, on va lui faire gagner de la masse musculaire, on va lui faire gagner de la fonction de façon à optimiser son parcours de soins opératoire. C'est quoi? C'est multimodal. C'est de l'évaluation psychologique et du coaching motivationnel. C'est de l'évaluation nutritionnelle et de support protéique. C'est de l'évaluation fonctionnelle, kinésithérapeutique et médecine du sport pour adapter un programme de soins de façon à lever le patient et à lui permettre le retour à l'autonomie. Et c'est une évaluation médicale évidemment, et de plus en plus, puisque c'est aussi l'avenir de notre soin, une évaluation gériatrique. Ça marche et on a strictement l'image que je vous ai montrée avec un gain et un parcours de soins facilité. Ça est montré, il commence à y avoir quelques études, une diminution ici de la morbidité, une diminution des complications post-opératoires dans le cadre de la chirurgie colorectale. Les axes de demain, c'est la chimiothérapie, puisqu'il y a aussi le concurrent de la chirurgie ou l'adjuvant de la chirurgie dans certains cas, je ne sais pas comment le placer, ce sont les chimiothérapies et il y a des programmes de préhabilitation. Dans le cas de la chimiothérapie, vous avez une étude anglaise qui est magnifique dans ce domaine. Vous avez une chimiothérapie néoadjuvante préopératoire, qui est la barre verte. Vous avez un programme d'entraînement que vous proposez à vos patients. Ce sont la ligne verte hachurée versus un groupe contrôle. Vous voyez que les patients entraînés, les patients pris en charge dans cette période d'attente de la chirurgie vont progresser, vont retrouver leur fonction basale, voire être un petit peu améliorés et vont avoir un parcours de soins qui est complètement différent dans la suite. Donc la suite aujourd'hui, c'est le sujet âgé et c'est travailler sur ce parcours de soins du sujet âgé. Le jour J, on est sur de l'ambulatoire, ok. C'est renforcer, améliorer l'accueil préopératoire dans les structures de soins et donc c'est changer toute la structure administrative de l'accueil de soins et c'est l'amplifier, pas simplement pour l'ambulatoire, mais aujourd'hui 80% des patients, même pour la neurochirurgie, la chirurgie thoracique que nous avons dans notre établissement, rentrent le matin même de l'intervention. Il y a peu de raisons aujourd'hui d'accepter et d'entrevoir le fait qu'il rentre la veille. Et donc on a développé ces unités d'accueil préopératoire où il arrive le jour même, qui sont finalement un peu le miroir des unités ambulatoires, mais c'est des unités où il y a une infirmière qui se situe proche du bloc opératoire, où le patient va aller au bloc opératoire et puis va retourner dans un service d'hospitalisation éventuellement pour la suite si c'est de la neurochirurgie ou de la chirurgie thoracique. Globalement, à notre sens, il n'y a pas de contre-indication. On est en train de le développer très très largement. Le post-opératoire, je dis que j'en dirais deux mots. Il y a deux éléments qui m'intéressent moi pour ça. C'est, je ne suis pas sûr que tout le monde pourra bénéficier de l'ambulatoire demain. Par contre, on peut travailler sur la réduction de la durée de séjour et travailler sur peut-être des hospitalisations, des unités de chirurgie de courte durée. Nous, on en a développé une chirurgie de courte durée de 23 heures. C'est simplement une nuit post-opératoire qui est une unité polyvalente, là aussi qui est d'inspiration, et c'est une coïncidence, mais qui est d'inspiration canadienne. À Toronto, c'est les premiers qui avaient développé ces unités 23 heures de chirurgie polyvalente courte durée, où les patients restent une nuit. C'est éventuellement un modèle de transition vers l'ambulatoire. C'est-à-dire que nous, on a un certain nombre de chirurgies pour lesquelles les opérateurs sont aujourd'hui un petit peu intimidés par rapport à faire sortir le patient le jour même. Je parle de l'exemple de la thyroïde, par exemple. Et donc aujourd'hui, on a cette option qui est le patient reste une nuit et sort le lendemain.
et probablement que dans quelques années, quand on aura consolidé, conforté ce parcours, on pourra faire de l'ambulatoire. Mais c'est éventuellement une unité de transition, à la fois dans l'esprit de polyvalence et dans l'esprit aller vers quelque chose de plus court, voire aller vers de l'ambulatoire. Un certain nombre de choses montrent que ça marche, et aujourd'hui on en fait du digestif vasculaire de l'ORL. La réhabilitation post-opératoire, je n'en parle pas. C'est un élément majeur dans la réflexion, dans la diminution de la durée de soins. Et puis, si l'on veut consolider le parcours de soins, et je fais une présentation cet après-midi, donc je vais être contraint moi aussi de vous quitter. Si on veut consolider le parcours de soins, il ne faut pas lâcher le patient dans la nature. Et il va falloir réfléchir à aujourd'hui, compte tenu de la technologie qui est présente, qui existe, c'est comment faire parler les différentes technologies entre elles et comment offrir une prestation hospitalière en dehors de l'hôpital. Et on a ces outils, on a ces possibilités de sortie monitorée. Il y a un certain nombre de dispositifs médicaux, qui ont un marquage de dispositifs médicaux qui sont connectés aujourd'hui, les brassards à tension, les saturomètres, les thermomètres, les balances connectées, et puis il y a les trackers que tout le monde dispose, qui n'ont pas cet affichage aujourd'hui de dispositifs médicaux, mais qui peuvent servir avec des objectifs un peu plus larges de calage de l'activité. Le nombre de pas va permettre de savoir si votre patient est debout ou s'il est couché. Et ça doit s'intégrer avec des plateformes de retour, des plateformes infirmières d'hospitalisation à domicile et éventuellement des plateformes de questionnaires. On a tous nos smartphones pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc ces éléments d'intégration vont permettre aussi soit de réduire la durée de séjour, soit de passer à des sorties un peu sécurisées qui sont une demande du patient autant que des tutelles. Aujourd'hui, et on l'a dit, une des difficultés, c'est le financement de ces expériences. On en a une en cours, c'est des financements propres des fonds privés qu'on est allé chercher. Les freins au développement, sur lesquels il y a eu des évolutions, mais il faut encore y travailler. Il y a eu pendant des années le frein des bornes basses pour pouvoir faire partir plutôt le patient pour certaines chirurgies majeures. C'est en train de disparaître. On a toujours, nous, la difficulté de faire sortir très tôt de la chirurgie digestive majeure, puisqu'on nous accuse d'avoir à ce moment-là des patients qui sont non comorbides et ils sont déclassés en termes de CMA. Et donc on n'est pas valorisé à la hauteur de leur comorbidité. Donc ça, ce sont des discussions avec les tutelles qu'il faut entretenir. Et puis les freins, c'est un frein administratif. Il faut que aussi dans nos hôpitaux, les administratifs changent un petit peu leur méthode pour pouvoir s'adapter au jour d'aujourd'hui et à nos patients d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup Morgane Ledeuil d'avoir présenté l'expérience de Foch sur ces nouvelles approches.